J'inspire le subconscient de mon corps. Je suis incorporé. J'expire, je souris à mon corps. C'est mon corps qui pense. C'est mon corps qui ressentit sa propre présence. C'est mon corps qui reconnaît la présence des autres, des soi-disant autres dans la salle. Bonjour, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre de l'an 2006 et nous sommes au hameau du Haut pendant notre retraite d'hiver. Quand nous observons une colonie d'insectes, une colonie de fourmis ou d'abeilles, ou bien une bande de poissons, qu'est-ce que nous voyons? La première chose qu'on voit, c'est que la colonie est faite d'individus, des individus. Il y a des fourmis séparées, il y a des abeilles séparées, il y a des poissons séparés, il y a des individus. Mais quand on regarde, on peut constater que toute la colonie se comporte comme un organisme, comme un tout, avec harmonie.
Et on ne voit pas de coordinateur. On ne voit pas d'animateur, de chef. La banque de poissons se comporte comme un organisme. Il y a beaucoup d'harmonie. Et c'est beau de voir, de regarder, de contempler. Mais il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas de chef. Mais nous avons besoin de penser que ça doit être un chef, un coordinateur pour que toute la bande de poissons puisse agir ainsi. Nous avons besoin de la présence de quelque chose qui fait le travail de coordination. Sinon, on ne comprend pas. Dans la science, on a essayé de faire la même chose. On imagine qu'il y a un petit bonhomme quelque part qui réside quelque part en nous, un homoncule. Et on doit détecter, on doit découvrir ce petit bonhomme-là qui dirige tout, qui décide tout, qui donne l'ordre à toutes les cellules du corps. Et cette tendance persiste encore jusqu'aujourd'hui. Et la science a été influencée par ce désir, cette nécessité de trouver, d'établir, de démontrer qu'il y a un centre de commande, un commandeur en chef, commandant en chef. Le Bouddha a médité sur cela. Il a trouvé qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de coordinateur. Il a utilisé le mot non-soi. Non-soi, ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de coordinateur. Mais quand on contemple une colonie d'insectes, on voit très bien que la colonie se comporte comme un organisme. Il y a cette beauté exprimée par l'harmonie. Et comment pas cela se fait sans coordinateur, sans chef, sans soi? Dans notre vie quotidienne, on parle, on pense, on agit comme s'il y a un coordinateur, un soi. Et on est profondément influencé par cette manière de penser, de voir. Et c'est un obstacle énorme
qui se dresse sur la voie de la réalisation. Descartes a dit « je pense », donc je suis. Il veut confirmer l'existence d'un chef, d'un agent coordinateur. Mais est-ce que cela existe, un chef, un agent coordinateur? Quand on regarde en profondeur dans notre corps physique, on voit que notre corps physique est aussi une communauté de cellules, des cellules individuelles. Et on a l'envie de chercher une cellule qui joue le rôle de coordinateur, de chef. On ne peut pas le trouver. Qu'est-ce que c'est que ce je, ce soi, ce moi dont on parle chaque jour? J'arrive, je m'en vais, je suis là. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis né, je meurs, je suis là, je ne suis pas là. Je ne serai pas là. C'est notre manière de parler et de penser. La méditation, c'est pour nous aider à nous débarrasser de cette tendance, de cette habitude à voir, à regarder, à penser, à agir, comme s'il y a un agent coordinateur, un chef. Nous savons très bien que le bouddhisme est basé sur cette vision profonde appelée la vision non-soi. Et la vision non-soi, ce n'est pas une théorie. La vision non-soi peut être expérimentée en pratiquant le regard profond dirigé vers les choses. Et quand on reconnaît que les choses sont impermanentes, on reconnaît aussi qu'il n'y a pas de soi. C'est parce qu'un soi est quelque chose qui est toujours là, qui survit l'impermanence. Sinon, on ne peut pas appeler un soi. Dans le bouddhisme, on pratique le regard profond, dirigé vers ce qui est là. Ce qui est là peut être une fleur, une table, un nuage, son propre corps, son propre esprit. Et quand on regarde comme ça, on peut réaliser que tout
dépendent de tout. Quand on parle de l'individu, quand on regarde en profondeur dans l'individu, on voit la collectivité. Quand on regarde dans le corps, on voit la conscience. Qu'est-ce qu'on voit encore en regardant le corps? On voit la conscience. Sans le corps, la conscience ne peut pas se manifester. La conscience incorporée. Sans un corps, la conscience ne peut plus se manifester. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit la société. C'est parce que s'il n'y a pas de société, il n'y a pas de conscience. Notre manière de penser, de voir, de regarder, de aimer, de haïr, ça dépend de la société. Donc, l'élément société est là, dans le corps, dans l'esprit, dans la conscience. Si on regarde encore, on voit que l'histoire, nous sommes tous conditionnés par l'histoire. Notre manière de voir, de penser, d'agir, de se comporter est conditionnée par l'histoire. Donc l'histoire est incorporée. L'histoire est devenue conscience, connaissance. On ne peut pas enlever l'histoire de notre corps, de notre esprit. On voit l'écologie. C'est parce que si on enlève l'écologie, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'esprit. Donc, chaque chose, si on la regarde en profondeur, on voit une hyper complexité. On peut pas séparer, on ne peut pas plus séparer le physique, le mental, l'historique, l'écologique, etc. Chaque chose contient toutes les autres choses. Chaque poussière, chaque fleur, chaque nuage, chaque animal, chaque insecte contient le tout. Chaque chose possède une nature multidimensionnelle.
On peut commencer par physico, psycho, physico, psycho, social, socio, écologico, historico, temporal, espacio, une multitude de dimensions. On ne peut pas en finir avec. Donc chaque chose, chaque phénomène contient cette nature multidimensionnelle. Et c'est pourquoi quand on regarde une chose, on voit toutes les choses. Et c'est exactement l'enseignement de l'Avatamsaka, Hoa Nghiêm. C'est pourquoi, quand on dit conscience en mental, comme agent de connaissance, la conscience, c'est la capacité de voir, d'entendre, de percevoir, de réfléchir. Je vois, j'entends. Je perçois. On fait une distinction entre le mental, la conscience, avec les autres choses qui ne sont pas appelées mental ou conscience. Par exemple, je dis, je vois un nuage. Nuage, dans ce cas, est une chose qui existe hors du jeu, hors de la conscience. Il y a le jeu qui fait le travail de regarder, de voir. Il y a un nuage qui est objet de cette perception, de cette vue, de cette constatation.
Donc nous sommes habitués à penser comme cela, à réagir comme cela, à nous comporter comme cela. En fait, le nuage je ici, ça veut dire la conscience. En principe, le nuage est hors de la conscience et c'est la conscience qui perçoit la présence du nuage. Mais nous venons de dire que ce nuage-là est dans la conscience. Sans le nuage, il n'y a pas de conscience. Ce sont des nuages, la pluie, les arbres, les oiseaux, les hommes, les mamans, les papas qui ont façonné la conscience. La conscience se développe dans le contexte des choses appelées nos consciences. Notre cerveau, ce n'est pas une chose individuelle. Notre cerveau, c'est une chose sociale. Si vous avez ce cerveau-là, si vous avez cette manière de penser, d'agir, de faire des décisions, c'est grâce à la société. Donc la société n'est pas une chose qui existe hors de votre cerveau, de votre mental, de votre conscience. C'est le fondement même de votre conscience, de votre cerveau. Vous savez que cerveau et conscience, ce n'est pas des choses séparées. La conscience incorporée. Il n'y a pas de conscience sans cerveau. Il n'y a pas de cerveau sans conscience. Tout interest. Quand vous dites « je vois un nuage », vous avez l'impression, vous avez l'idée que ce jeu-là, c'est votre mental, c'est votre conscience. Quand vous dites quelque chose comme « je suis... je suis maigre. Et ce jeu n'est plus la conscience. Ce jeu, c'est le corps physique. Donc le mot jeu se réfère tantôt à la conscience, au mental, tantôt au corps. Donc, il n'y a pas de définition précise. Et ça peut dire que ma culture, ma nation,
mon histoire. Le je, c'est l'objet de votre méditation. Méditer, c'est aller chercher votre je, votre moi, votre soi. Qu'est-ce que je suis? Que suis-je? En Occident, il y a aussi cette phrase connais-toi toi-même. On a l'impression, on a la conviction qu'on existe. On est là, comme un soi. Mais comme on n'a pas eu assez de temps pour se trouver, pour se connaître, alors il faut avoir le temps pour pouvoir se connaître. Connais-toi toi-même. Est-ce qu'il y a un toi à connaître? C'est parce que dans cette phrase-là, il est supposé que le soi, le toi existe. Mais est-ce que ce soi existe vraiment? Et scientifiquement, quand on regarde banc de poissons qui s'amusent dans l'océan, on a l'impression que cette bande de poissons se comporte comme un soi, comme un organisme avec beaucoup d'harmonie. Alors, on exige que quelque chose va être là pour pouvoir coordonner les choses. Et on a la tendance de croire, d'établir un soi, même on ne le voit pas. Ça doit être un soi, sinon les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Et quand je dis « je vois un nuage », vous pouvez constater qu'il y a une nécessité de confirmer cette entité appelée soi. On en a besoin. On a besoin de créer un soi, même si ce soi n'existe pas. Quand vous dites « Thầy va être là », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une communauté de cellules va être là. Et cette communauté de cellules va se comporter dans une telle manière qui vous donne l'impression qu'il y a un soi. Mais vous ne pouvez pas démontrer l'existence de ce soi. Donc, connais-toi toi-même, c'est une chose très difficile. Il faut supposer que ce soi existe pour pouvoir le comprendre. Mais dans le cas d'une colonie d'insectes, est-ce qu'on peut étudier ce soi? Ce soi est quelque chose de virtuel. Fictif. On peut dire en vietnamien ảo ngã. Il y a un soi
mais soit virtuelle. Ảo ngã. Dans le bouddhisme, on utilise le mot désignation conventionnelle. C'est comme une appellation dont les Bordelais utilisent pour faciliter la vente du vin, le Bergerac. Donc, pour faciliter les choses, pour organiser, pour acheter, pour vendre, on doit créer ce que l'on appelle des appellations, des désignations conventionnelles. Et c'est pourquoi le mot « je » est inventé. Le mot « tu » est inventé. Mais il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « toi », il n'y a pas de « nous », il n'y a pas de « il ». La physique moderne est en train de porter son attention sur ce problème. Les sciences cognitives, la neuroscience. Et les hommes, les femmes de science de notre temps sont conscients du fait que dans les traditions spirituelles anciennes, asiatiques, on a déjà parlé de ça. On a parlé du soi, du non-soi, de l'objectif et subjectif. Et dans ces traditions spirituelles, on se sert de la concentration, de la pleine conscience, pour arriver à une vision profonde sur la réalité. Une vision profonde sur la réalité qui est directe, intuitive. C'est parce que la pleine conscience et la concentration, une fois devenues assez fortes, peuvent nous apporter cette vision profonde, cette intelligence intuitive.
Et comme cette vision profonde est là, on essaie de partager avec les mots. Les mots comme non-soi, les mots comme interêtre, les mots comme le un dans le tout dans le un. Tandis que la science se concentre beaucoup plus sur l'intelligence rationnelle. Il faut analyser, il faut démontrer avec les mots et les concepts. Mais nous savons comment les mots et les concepts sont incapables d'exprimer des choses profondes de nature intuitive. Les grands hommes de science comme Einstein, avant de faire une démonstration sur quelque chose, ils ont eu une perception directe, intuitive de la chose. Toujours cette intelligence intuitive précède l'intelligence rationnelle. Mais dans la science moderne, on néglige, on oublie la vision intuitive et on s'occupe seulement de l'intelligence rationnelle. On passe son temps pour démontrer, pour chercher avec l'intellect, avec des mots. Et on commence à voir que les mots, les concepts sont impossibles d'exprimer cette intuition, cette vision profonde. Dans le bouddhisme zen, on dit que la voix du langage est déjà coupée. Ngôn ngữ đạo đoạn. En ce qui concerne la vision profonde, l'éveil, l'intelligence intuitive, expérience directe, c'est très très difficile, quasi impossible d'exprimer ce que vous sentez, ce que vous avez perçu comme expérience. Ngôn ngữ đạo đoạn les mots, le langage, la voix, le chemin des mots et du langage est coupé. Comme le chemin de fer, une fois coupé, on ne peut plus circuler. Dans la science moderne, dans les sciences cognitives comme dans la neuroscience, on essaie encore d'utiliser les mots et les concepts pour pouvoir décrire la réalité, mais on commence à voir que c'est très difficile. On commence à voir que le un contient le tout. Et quand on utilise un mot, on
on fait le travail de découper la réalité. Le social, ce n'est pas l'écolo, le social, ce n'est pas le physique, le physique, ce n'est pas le mental. Ces mots-là sont créés comme désignation, appellation conventionnelle. Mais à cause de cela, on est pris. On n'est plus libre. On a créé des mots pour faciliter les choses. Mais à cause de cela, on est pris. On n'est plus libre. Dans le bouddhisme, on propose les 4 investigations. Cette voie des 4 investigations appelées tầm tư, tứ tầm tư.